Bienvenue dans ce premier épisode spécial Job Fair Career Hub, un format immersif pour explorer ce qui se joue vraiment entre un candidat et une entreprise, au-delà du CV, au-delà du process. Pour décrypter l'expérience candidat en 2025, celle qui va bien au-delà d'un entretien Zoom et d'un mail automatique, on a réuni 3 profils complémentaires, 3 regards affûtés sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. D'abord, Irshad Sedela. Directeur RH chez BMS International, Irshad a managé les ressources humaines d'un périmètre de 3000 collaborateurs chez IKEA en Île-de-France avant de rejoindre l'aventure e-commerce à l'île Maurice. Son obsession, la stratégie RH au service de la culture. Un leader humain et lucide, passionné de transformation, de transmission et de ce petit déclic qui rend un recrutement réellement réussi. À ses côtés, Sonia Gordon-Gentil, Head of Talent Acquisition chez Constance Hotel & Resorts. Avec plus de 3000 collaborateurs sous sa responsabilité dans l'océan Indien, Sonia est une référence en matière de recrutement international et de marque employeur. Elle nous parlera d'expérience candidat, de diversité et de ce qui rend une rencontre humaine ou professionnelle vraiment durable. Et puis, il y a Emmanuelle Thérèse, alias Emma. Multi-entrepreneuse, coach, formatrice et fondatrice de 2 entreprises dans le digital. Elle a formé plus de 350 femmes entrepreneurs, fédéré une communauté de plus de 70 000 personnes en ligne et défend une approche libre, alignée et authentique du business. Aujourd'hui, elle vient nous parler du mindset des jeunes talents, des indépendants, de la génération créative. Bref, de tous ceux qui ont redéfini les codes du travail. 3 angles, 3 réalités, un objectif commun, comprendre ce que ressent un candidat, ce qu'il attend, ce qui le fait dire oui ou fuir. Et pour orchestrer tout ça, Clémence Vidal, COO de Career Hub et Meet Your Job, mais aussi formatrice en management interculturel, cofondatrice de The Salary Observatory et experte du marché mauricien sous toutes ses coutures. Sa connaissance fine des salaires, des profils, des tendances RH et des enjeux d'inclusion fera le lien entre ces 3 voies et vos réalités terrain. Allez, installez-vous confortablement, on vous emmène inside the candidate mind. Merci Alban pour cette introduction que je trouve particulièrement bien faite, connaissant bien Emma, Irshad, Sonia. Je trouve que c'est plutôt beau. On a 45 minutes, 1 heure devant nous. Ça va être rapide pour un sujet qui mériterait d'en parler pendant des heures, voire des jours, voire même certains en parlent depuis des années. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui changent ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que les aspirations des candidats ont changé ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que les HR et les départements, et aussi et surtout le corps managérial, soutient les différentes politiques et cette transition ? On va aborder toutes ces questions. On va essayer d'être clair, court, pour pouvoir fournir à nos auditeurs des takeaways applicables immédiatement, sans trop de budget, sans trop de nouvelles ressources, mais juste d'apporter un regard neuf, un regard nouveau et un regard d'expert. On est vraiment là pour des prises de conscience. L'idée, c'est qu'on soit un petit peu comme dans notre salon, à la maison, entre copains, où on se dit les choses, avec des exemples concrets, pas de chichi, pas de bullshit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Nickel. Le petit micro allumé juste ici. Oui, parfait. Entièrement d'accord avec les terms and conditions. Parfait. Je suis bien contente. Je n'avais pas prévu le contrat signé, donc ça me va très bien cette parole. Je ne savais pas trop comment commencer cette thématique, parce qu'elle est très large. Du coup, je me suis dit qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec des affirmations qu'on entend dans la rue, dans nos entreprises, dans les bruits de couloir. Et devant vous, vous avez des petites cartes. Mythe ou réalité ? Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Ouais. Très bien. Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt. Excellent. Alors, je vais vous affirmer 5 points
Et vous allez nous montrer si, selon vous, c'est un mythe ou une réalité. On n'a pas de joker. Pas de joker. Les nouvelles générations ne veulent plus travailler. Mythe ou réalité? Ouh là là. Oh là là. Mythe pour tout le monde. Le salaire reste le critère premier pour choisir un poste. Intéressant. La rétention commence dès le process de recrutement. Vous avez pris la photo, c'est bon? Il y a une fracture sur le marché entre chercheurs d'emploi et entreprises. Et dernière, les process de recrutement sont trop standardisés. J'aime bien les hésitations, c'est ça que j'avais envie de voir. Oui, pour un. Les jeunes ne veulent pas travailler. On va y revenir et Oui. c'est d'ailleurs comme ça qu'on va commencer notre discussion avec toi, Emma. Ah, ok. Es-tu prête? Oui, je suis prête, oui. Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai connu Emma, c'était dans le cadre de Meet Your Job. Emma avait envoyé un mail ou un message LinkedIn, je ne me souviens plus, en nous disant « J'ai réellement besoin d'avoir un entretien parce que ça fait des semaines que je cherche une opportunité. » Forcément, avec notre équipe, on l'accueille dans nos bureaux. Et il s'avère que ce jour-là, ma chasseuse de tête était malade. Donc du coup, plutôt que d'annuler l'entretien, je le fais à sa place. Et c'est comme ça que ma discussion commence avec Emma. Nous, on a une approche qui est d'avoir des discussions franches, tranchées, pour déceler potentiellement un potentiel et arriver progressivement sur du hard skills. Et finalement, on est resté 1h30 ou 2 heures ensemble à discuter de tout, sauf de la recherche d'emploi. Et ce que j'ai compris, c'est qu'elle était perdue. C'est qu'elle n'était pas soutenue. C'est qu'elle n'arrivait pas à faire entendre ses besoins, ses aspirations auprès des entreprises très nombreuses qui t'accueillaient pour un premier entretien, parce que ton CV et ton parcours étaient alléchants. Mais ça bloquait. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience et les points de friction que tu avais observés? Oui, bon, ça, c'était en 2019, je crois. Donc, je voulais faire une reconversion professionnelle à l'époque. J'étais prof et c'était super difficile de changer de prof à travailler dans le secteur privé parce que personne ne comprenait au fait quelle était cette décision. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'était vraiment ça que j'avais comme ressenti. Donc, j'ai envoyé mon CV. À peut-être, je ne pourrais pas vous dire, 50 entreprises. J'ai eu peut-être 25 entretiens. J'enchaînais les entretiens. Je passais mon temps dans les entretiens. Et quand j'allais en entretien, c'était vraiment par curiosité. J'ai jamais accueilli par curiosité pour savoir pourquoi je quittais ce job-là. Et on me disait, oui, mais moi, mon rêve, c'est de devenir prof. Carrément, les HR me disaient, c'était leur rêve de devenir prof, mais comment tu peux quitter un job comme ça, où tu finis tôt, où tu as des vacances, etc. Et on ne m'écoutait pas, au fait. C'était vraiment une projection. J'avais l'impression que c'était soit une projection, soit de la curiosité. Et c'était arrivé à un moment donné, j'étais complètement frustrée. Je me suis dit, mais ça va être impossible. Oui, ça va être impossible. Et c'est toi, Clément, c'est toi la première qui m'a parlé, qui a essayé de comprendre mais pourquoi est-ce que je veux faire cette reconversion professionnelle. Et quelques temps après, j'ai eu un emploi, après notre discussion. Peut-être moi aussi, ça m'a rassurée, oui, ça m'a calmée, ça m'a rassurée. J'étais un peu plus ouverte aussi quand j'allais aux entretiens parce que j'étais extrêmement fatiguée. Donc, et moi, ce que j'ai trouvé à l'époque, c'est que, encore une fois, même jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on voit un CV. Enfin, on a une fiche de poste. Il faut que la personne elle coche la fiche de poste. Mais on ne se pose pas la question. J'étais prof pendant 8 ans. J'étais autonome. Je savais gérer des classes. Je savais gérer tellement de gens. Enfin, Tous tes soft skills. Tous les soft skills. Je sais parler en public. Je sais gérer des situations de crise. Je suis patiente. Enfin,
toutes ces qualités-là, on les exclut, mais on pense à, OK, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas ce nombre d'expériences sur la fiche de poste. Et du coup, moi, quand je suis allée travailler, en fait, j'ai travaillé dans 3 entreprises après, je suis partie, je ne suis pas restée, et toutes les personnes qui m'ont remplacée ont été remplacées chaque 6 mois, parce que le recrutement, il est basé sur la fiche de poste. Sur cette fameuse grille. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Sonia, quand tu entends ce témoignage-là? Oui, ça arrive tellement souvent. Bien que je pense que les mentalités évoluent, mais on reste quand même sur un schéma très très classique. On vous met dans des petites cases. Et je pense que effectivement, dépendant aussi de, on est à l'île Maurice aussi. On n'est plus comme ça aux États-Unis. On a évolué en Europe. On est vraiment aussi sur des réalités culturelles au niveau de l'entreprise qui évoluent très très vite. À Maurice, ça va très très vite depuis. Mais effectivement, on met les gens dans des petites cases. On est gentil, on est courtois, on va te recevoir, mais sans espoir derrière finalement. Et le manque d'écoute, oui. Très, 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 très clairement, ça arrive souvent. Merci. Irshad, est-ce que tu penses que les candidats ou les talents ou les personnes en reconversion professionnelle aujourd'hui ont les armes pour pouvoir clairement exprimer et pitcher leur profil et finalement leurs attentes et leurs aspirations? Question difficile parce qu'on a un peu de tout aujourd'hui et je pense que le vrai repère, c'est celui de l'entreprise. Quelle image va donner l'entreprise dans cette capacité à être qui on est lors de l'entretien? Aujourd'hui, on a toujours cette tendance à devoir s'adapter à l'entreprise et montrer la facette que l'entreprise a envie de voir, en fait, pour essayer de plaire et essayer d'être dans cette fameuse shortlist pour être reçu enfin par le CEO et être recruté. En Europe, effectivement, aux États-Unis, on a une tendance un peu inverse. On va privilégier plutôt l'humain et on va plutôt demander au candidat d'être 100% lui. Viens comme tu es, pour reprendre un célèbre slogan. Montre-toi comme tu es tous les jours. Et ce sera à nous de nous adapter parce qu'on a besoin de talents diversifiés. On a besoin de multiples talents qui va faire du coup un tout. Et je pense que c'est là le vrai débat. C'est quelle est la capacité aujourd'hui des entreprises à vraiment s'adapter au public qu'on a aujourd'hui, à cette génération qui arrive, la Gen Z, etc. À s'adapter aussi à un marché qui est totalement compliqué, nouveau depuis le post-Covid. Donc on a notre part de responsabilité aussi dedans. Et une fois qu'on aura montré ces repères-là aux candidats, viens comme tu es, soit comme dans la vie de tous les jours, je pense que ce sera plus simple. Tu es prof, tu as envie de postuler chez moi en vente, je vais déceler chez toi des aptitudes qui vont montrer que dans le contact humain, que dans le contact business, ça va le faire. On y va, pourquoi pas? Effectivement, c'est un duo, c'est un binôme. Aujourd'hui, on constate qu'il y a malheureusement 2 camps. Le camp des chercheurs d'emploi et le camp des entreprises. Alors que finalement, les deux, à la fin d'un process, vont travailler ensemble. Donc ils vont arrêter d'être l'un contre l'autre, mais il est temps d'être l'un avec l'autre. S'ajoute à cela l'évolution. Tu disais, Sonia, ça va très très vite, à Maurice particulièrement, mais aussi parce que le paysage des collaborateurs au sein d'une structure a énormément évolué, ne serait-ce que si on prend l'angle des générations. Il y a quelques semaines encore, j'avais été invitée à un talk débat sur le future of work, les besoins pour 2050. Il y a 10 ans, quand j'étais à Paris, j'avais été invitée à un talk, le future of work. C'était exactement la même thématique et le même besoin. Et aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas trop vite? Et du coup, on a perdu en accélérant des bases. Et du coup, cette fracture est apparue. Aujourd'hui, il y a vraiment un cluster nouvelle génération, qui ne sont d'ailleurs plus si nouvelles dans les entreprises, et l'ancienne génération. Est-ce que cette notion-là, n'a pas un impact sur le process de recrutement, la phase d'acquisition, de recrutement et de rétention? Qu'est-ce que tu en penses, Sonia, toi, qui as des compétences très très larges au sein de ton entreprise? Alors définitivement, on a ce qu'on appelle un generation gap dans les entreprises et on y travaille beaucoup.
On met en place des ateliers, on met en place des workshops, on les amène et on les encourage à travailler ensemble, mais on vient quand même apporter un soutien derrière. Donc effectivement, il y a une perception de l'ancienne génération où ils ont été embauchés ainsi, ils travaillent ainsi, ils ont des méthodes, et il y a un manque de flexibilité par rapport aux nouvelles générations qui arrivent et qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc nous, définitivement, on a dû adapter, déjà pour être un peu plus attractif, déjà avant même que le candidat postule. Donc toute la partie d'attractivité auprès des candidats. Avant, c'était facile. On avait les candidats très facilement. C'est plus le cas maintenant. Il faut entre guillemets, là, il faut inverser un peu les rôles. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous d'être sexy, entre guillemets. C'est à nous d'être attractifs. Et c'est aussi de retravailler et de repenser nos méthodes de recrutement, nos approches, les process, ne serait-ce que même de la manière dont un candidat postule chez nous, que ce soit facile, que ce soit connecté, que ce soit sur les téléphones, et la manière aussi d'être réactif. Aujourd'hui, les jeunes générations n'attendent pas. Ils ne vont pas nous attendre. Ils estiment que si déjà au bout d'une semaine, ils n'ont pas une réponse de nous, ils passent à autre chose, ils zappent. Ils estiment qu'ils ne méritent pas de venir chez nous. Donc, c'est repenser la réactivité, c'est repenser tous les process d'embauche, de recrutement et les entretiens, bien évidemment. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation auprès de nos recruteurs en entreprise, qui sont plutôt, la plupart d'entre eux, d'ancienne génération, pour qu'ils puissent avoir une approche beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus moderne, entre guillemets, il faut dire ce qui est. Et voilà, on y travaille pour ça. Voilà. Merci pour le partage. Concrètement, par où commencer, selon toi, Irshad ? Je pense que des événements comme celui-là, ça permet aussi d'être très connecté à cette nouvelle génération et pas que, de manière très large, à cette population aujourd'hui qui ont peut-être un travail, qui ont envie de changer, à cette population qui a envie de renouveau. Je pense que de les entendre lors des stands, lors de ce type d'événement, c'est hyper important. Les job fairs, les after-work, vraiment être au cœur et sentir un peu la température, prendre la température un peu du marché. Le marché européen, moi je le connais très bien. Le marché mauricien, je le découvre aussi, mais en vrai, on a les mêmes attentes. C'est cette agilité qu'on doit avoir en tant qu'entreprise et aussi faire comprendre à des candidats qu'on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique. Effectivement, il y a cette envie d'aller vite, cette envie d'avoir une offre rapidement, parce que souvent on est en concurrence en plus avec d'autres entreprises. Il faut trouver un juste milieu entre celui qui a envie de trouver un poste dans la semaine et l'entreprise qui, lui, dans ses process, va plutôt mettre 1 ou 2 mois pour retenir du coup la candidature. Donc voilà, je pense qu'il faut s'adapter, entendre du coup le candidat dans ses besoins. Tu vois, j'étais enseignant aussi pendant 2 ans dans une université parisienne, une vingtaine d'années, 3 ans après le bac, des licences 3, je leur demandais fréquemment comment demain vous avez envie d'être recruté. Et ce qui arrivait souvent, alors forcément on a le salaire, c'est pour ça que j'ai répondu que c'était une réalité pour moi en tout cas, mais derrière c'était aussi un process rapide. J'ai plus envie de me prendre la tête, c'est ça qu'on se dit. J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie qu'on me demande 10 000 tests, etc. J'ai juste envie qu'on me fasse confiance parce que je vous ai montré qui j'étais et pour moi ça me suffit. Et c'est hyper pertinent encore une fois, et ça rejoint cette question de qui tu es, et c'est sur cette base-là que je vais te recruter. Ouais. Ok, et pour rebondir sur ce que tu dis au niveau du salaire, Emma, toi par exemple, à quel moment t'annonçais le salaire dans une phase de recrutement ou d'entretien ? Moi, en tant qu'entrepreneuse, tu veux dire ? En tant que candidate à l'époque et aujourd'hui oui. En tant qu'entrepreneuse. Au fait, en tant que candidate, moi à l'époque, je voulais, peu importe le salaire, moi je disais peu importe le salaire, j'étais super motivée. Et même ça, on ne voulait pas de moi. Mais maintenant, en tant que... dans le recrutement, j'ai dû apprendre à recruter. C'est tout un art. Bravo à vous, parce que c'est super difficile. C'est le plus difficile. Moi, dans mon parcours entrepreneurial, le plus difficile, c'est le recrutement et c'est la rétention. C'est le plus challenging. Les humains, c'est le plus difficile. C'est le nerf de la guerre oui. de l'entreprise. Je oui. pense qu'on est tous d'accord oui. autour de cette table. Mais pour annoncer le salaire, nous, déjà dans la fiche de poste, on met un package, mais ça va dépendre du profil aussi. Mais c'est dans l'entretien, moi, je l'annonce. Comme ça, tout le monde est OK, on ne perd pas de temps.
Nous, on est une petite équipe, on n'a pas le temps de perdre du temps. Donc, on l'affiche directement. Donc, c'est plutôt transparent. Oui. Quel est votre point de vue sur la fiche du salaire dans la fiche de poste ? Alors, c'est à double tranchant. Il y a le souci de transparence où, effectivement, on peut afficher effectivement la fourchette budgétaire que nous avons, qui est une fourchette de rémunération qui est, nous, assez transparent. On a une grille de rémunération avec un certain niveau de poste. Et par grille et par niveau de poste, les niveaux de salaire sont les mêmes. Et les bénéfices sont les mêmes par niveau de poste. Maintenant, ça permet déjà effectivement de clarifier le poste et faire en sorte de recevoir des candidatures qui vont être dans ce salary range, d'éviter peut-être à certains candidats de perdre leur temps. Mais à contrario, ça peut aussi, le risque c'est qu'on perde peut-être des candidats qui vont tout de suite voir le salaire et qui vont se dire oh ben non, c'est pas assez bien payé, et on peut passer à côté d'une pépite, on peut passer à côté d'un candidat qui aurait pu aller aussi pour un autre poste, et donc ça peut peut-être fermer des portes prématurément. Donc c'est à double tranchant. Dis-nous tout, Irshad. Ouais, je pense aussi, de mon expérience, ça dépend aussi du métier, si c'est un métier en pénurie ou pas. Pour avoir recruté des médecins, on n'annonçait jamais le salaire puisqu'on devait s'adapter, on n'en trouverait pas, donc forcément on devait aussi faire face à cette pénurie et se réinventer et trouver un niveau de salaire qui correspondait à tout le monde. Mais aujourd'hui, hormis les métiers en pénurie, je pense que d'annoncer une fourchette de salaire plus ou moins large, pas trop non plus, pour pas que ce soit non plus un grand écart, mais ça permet déjà d'avoir un bon visu et une bonne projection sur le poste, et ça nous permet, dans le salaire qu'on souhaite donner aux candidats, de pouvoir s'adapter. Si c'est un profil finalement qui est un peu pépite, d'aller au maximum de la fourchette, et ça nous donne un peu de possibilités d'adaptation. Hein. Et on a aussi des chercheurs d'emploi qui nous écoutent et qui nous regardent. Du coup, imaginons que le salaire, pour X, Y, Z raison, n'est pas indiqué sur la fiche de poste ou sur l'annonce. À quel moment et comment tu pourrais conseiller à un candidat de parler de ce sujet-là ? Au candidat, je pense dès le début, dès les premiers échanges. Et normalement, si l'entreprise a aussi bien fait son travail, il y a forcément une étape où on demande les prétentions salariales. Mais mettons-nous dans l'hypothèse où l'entreprise finalement fait perdurer le process et n'en parle qu'à la fin. Et là, on peut créer beaucoup de frustration pour l'avoir aussi vécu. Mais je pense que dès le début, je pense que le candidat qui aujourd'hui n'a pas peur d'affirmer qu'il a besoin d'un équilibre vie privée, vie pro, qu'il a besoin de flexibilité, je pense qu'il doit aussi s'autoriser à dire moi j'ai aussi des prétentions salariales, mon expérience, mon expertise vaut tant sur le marché, qu'est-ce que vous me proposez ? Sonia, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais bien rebondir sur ce que Irshad a dit. Effectivement, aujourd'hui, les nouvelles générations, ils n'ont pas peur d'afficher leur couleur salariale. C'est-à-dire, enfin, vraiment, ils vont exprimer une attente salariale qui est très souvent non négociable, parce qu'ils estiment qu'ils ont une qualité de vie, ils doivent pouvoir afford leur qualité de vie. Et pour eux, c'est un élément qui est souvent, ils sont intransigeants sur le salaire. Et on revient sur le conflit de génération. Les anciennes générations ne comprennent pas, parce qu'à l'époque, on allait, c'était rentrer dans une entreprise qui avait une bonne réputation, on faisait ses preuves et après on pouvait parler salaire. Il y avait un côté tabou sur le salaire. Alors du coup, on est vraiment face à ce conflit de génération. On a les anciennes générations où, disons, ils les trouvent un petit peu, ils trouvent que c'est un peu prétentieux peut-être d'imposer ce salaire-là, mais c'est un élément important. Donc nous, effectivement, on en parle dès le départ aussi. Lorsqu'on fait le pré-screening des candidats, on les appelle. C'est un élément sur lequel on va en parler immédiatement avant de faire venir le candidat chez nous. Merci pour le partage. Quand j'entends tout ça, on a parlé sur les 5 dernières minutes du salaire, mais il y a aussi un critère que j'ai entendu depuis des années, que j'entends encore aujourd'hui, que beaucoup d'entreprises commencent à entendre et comprendre et chercher comment le partager sur le marché, c'est que les candidats sont majoritairement aujourd'hui à la recherche d'un sens. Que ce soit un sens, une conviction personnelle, que ce soit un équilibre, que ce soit une
projection dans l'entreprise, savoir exactement dans 3 mois je serai où, dans 6 mois je serai où, dans 1 an, quelle est ma promotion potentielle, quelle est la mobilité interne que je peux avoir au sein de l'entreprise. Et Emma, tu m'en parlais déjà à l'époque et aujourd'hui, ça fait partie de tes coachings, finalement. Aider tu es sur une niche, donc sur les femmes, aider les femmes à comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles valent et comment les exprimer. Aujourd'hui, quel équilibre tu conseilles entre les critères de base, salaire, localisation, conditions de travail, etc., et puis exprimer tous les besoins qui gravitent autour pour que finalement, la personne soit épanouie personnellement grâce au travail et soit épanouie au travail grâce à sa vie perso. Oui. Au fait, j'ai eu étrangement, c'est une coïncidence, mais la majorité des femmes que j'ai eues en coaching, elles sont dans le recrutement. Donc, j'ai eu des directrices d'entreprise, de grosses entreprises, j'ai eu des HR leads qui cherchent du sens à ce qu'elles font. Parce que la problématique que j'ai entendue, c'est on a des process et on ne peut pas casser les process. Donc, on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière peut-être plus humaine, plus naturelle, etc. Mais qu'il y a un processus à respecter, il y a des shorts, etc. Et que ça les bride. Donc, moi, je pense qu'au-delà, il y a aussi d'autres soucis, c'est-à-dire, moi, j'aide les femmes, c'est surtout l'équilibre d'avoir le temps, le matin avec les enfants, l'après-midi d'aller chercher son enfant. C'est un autre style de vie qu'elle cherche, en fait. C'est vraiment être présente dans la vie, tout simplement, et non pas qu'au travail. Parce que le travail, c'est pas la vie. Mais beaucoup sont dans ce truc où elles sont bridées, on va dire, dans la décision, d'implémenter certaines choses qu'elles veulent implémenter, qui sont toutes simples, mais qu'on voit que c'est compliqué à implémenter parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre les décisions. Donc, c'est surtout dans ce domaine-là que je vois que, voilà, elles ne peuvent pas trop imposer ce qu'elles pensent aussi. Donc, même si elles sont responsables du département, du coup, ou directrices carrément, mais c'est le plus haut qui va te dire non, mais tu exagères, peut-être non, c'est pas le but, etc. On a d'autres choses à fouetter, etc. Donc, je vois plus dans ce sens-là. Et puis, comme tu as dit, c'est quoi le but de faire tout ça? Au final, si tu passes trop de temps au travail, si ton travail, c'est tout ce que tu as et que tu attends que le week-end, tu es épuisé, que tu peux rien faire d'autre, ben c'est quoi le but? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question par rapport à ça. Beaucoup de profils se cherchent. Oui. Et est-ce que ce n'est pas notre responsabilité de les aider? C'est notre responsabilité et ça doit même faire partie de la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, être dans ce système un peu du Moyen-Âge où on a cette domination patriarcale et patronale, où on se dit l'entreprise c'est ta maison, c'est fini. Aujourd'hui, les statistiques de burn-out n'ont jamais été aussi hautes. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a plus réussi à faire la délimitation entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, dans une génération et dans un mouvement où on est en quête de sens, où il y a des conférences partout dans le monde sur la planète, où on recherche aussi à être d'abord un citoyen avant d'être un professionnel. Je pense que toutes ces questions-là, l'entreprise doit l'adopter dans son stratégie, dans son business plan. C'est ce que beaucoup commencent à faire, en tout cas, et c'est super, c'est novateur. Et je pense que c'est ça qui va faire aussi la différence lorsqu'on va être en concurrence avec une autre entreprise qui n'a aucune stratégie sur le bien-être au travail, sur prendre soin de la planète. Je pense que cette génération-là, et même la génération qui existe déjà et qui travaille depuis des années, il y a une conscientisation de ces éléments-là, se dit moi je vais rejoindre une entreprise qui a compris que la lutte contre le plastique, c'est cool. Les rejets de carbone, c'est aussi, moi en tant que citoyen, c'est ce que j'inculque à mes enfants, et demain c'est aussi cette planète-là que je veux avoir. Et je veux le retrouver dans l'entreprise dans laquelle je vais candidater ou dans laquelle je veux évoluer. Donc c'est hyper important. Donc encore une fois, je pense que il y a un gros travail à faire des entreprises là-dessus. À partir du moment où on se dit qu'on n'arrive plus à être concurrentiel sur la partie peut-être salaire, parce qu'on a des budgets, on a un marché aussi qui se tend dans certains secteurs, qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui, moi en tant que DRH? C'est ce que je vais pouvoir proposer dans le package global. Et souvent dans ce package global,
on va retrouver nos valeurs, la diversité, l'inclusion, prendre soin de la planète, etc. Et Sonia, est-ce que toi, par exemple, dans ta structure, dans ton entreprise, ce sont des questions que tu poses lors de la candidature ou lors du premier entretien? Alors oui. Alors moi, j'ai structuré pour aider en fait aussi tous nos hôtels à recruter un peu de la même manière et de manière en apportant beaucoup de bienveillance, d'écoute active. Donc dans les questions, il y a vraiment toute une partie de questions qui vont tourner autour des valeurs du candidat, de sa perception d'une entreprise idéale à ses yeux, de son environnement de travail idéal, de son bien-être, qu'est-ce qui est important dans sa vie, etc. Donc j'ai mis en place des outils pour pouvoir évaluer et poser ces questions. Et ça fait partie vraiment d'une évaluation globale pour savoir si le candidat est compatible avec ce qu'on peut lui offrir. Et surtout s'il n'y a pas un décalage entre nous, ce qu'on peut offrir. Au jour d'aujourd'hui, avec nos réalités business aussi, faut dire, moi je suis dans l'hôtellerie, on est en combat perpétuel pour améliorer les conditions de travail de nos employés. Et on sait qu'on a encore beaucoup à faire, mais c'est un long travail, c'est un long cheminement. Mais on ne va pas au-delà de nos promesses aussi. On est authentique. On a mis en place une marque employeur qui est authentique, qui est réelle. Et on va pas faire de fausses promesses. Donc c'est important dès le départ de lui poser ces questions-là et de l'écouter. Aujourd'hui, moi j'ai la règle du 70-30 en entretien où on fait parler le candidat pour 70% de l'entretien et plutôt que d'avoir des personnes qui vont parler de l'entreprise avant tout et de leur travail, enfin entre guillemets. Oui, parce que finalement, on parle souvent de la motivation cachée des candidats, mais la vraie question, c'est est-ce qu'elles sont vraiment cachées ou est-ce qu'elles sont plutôt mal perçues? C'est ça. Est-ce qu'elles ont été entendues? Voilà. Il y a quelques années, je retravaillais sur la stratégie RH parce qu'on avait fait une grosse croissance à notre échelle. Et du coup, arrivent toutes ces questions qui ne sont pas pour moi des problématiques, mais toutes ces questions de telle personne veut ça, mais telle personne veut ça, mais telle personne veut ça. Et puis finalement, on va offrir ça pour avoir cette notion d'équité en interne sans forcément trop entendre et écouter ce dont ils ont besoin. Et je me souviens, et c'est une phrase qui m'a marquée et que je continuerai de dire, je pense, pendant plusieurs années encore, c'est on ne donne pas un pain au chocolat à quelqu'un qui aime les croissants. Et inversement. Et aujourd'hui, comment on fait concrètement dans une entreprise qui a des centaines de collaborateurs pour offrir le pain au chocolat aux personnes qui aiment le pain au chocolat, le croissant aux personnes qui aiment le croissant, et puis arrive le pain au raisin, et puis arrive l'éclair, et puis X, Y, Z. Et puis la valeur de l'éclair est plus forte que le pain au chocolat. Ça se complexifie un petit peu. Dis-nous tout, Ershad. Non, je pense qu'il faut être hyper transparent et lui dire qu'aujourd'hui, si tu veux un pain au chocolat et que je ne peux t'offrir qu'un croissant, tu me donnes faim. J'en ai vu en plus tout à l'heure. Mais demain, peut-être que tu pourras avoir même un pain au raisin. Et peut-être que c'était un rêve caché d'avoir un pain au raisin, mais on peut t'offrir un pain au raisin. Ouais. Je pense que tout est question de transparence, de plan de carrière. Ce que tu dis me fait penser à ça, en tout cas, c'est que ta réalité, tes besoins, en tout cas ce qu'on peut t'offrir aujourd'hui, correspondent peut-être pas à 100% à tes attentes, mais en tout cas, voici ce que je peux te projeter, voici comment on peut grandir ensemble et voici ce que je pourrais t'offrir d'ici quelques temps, bien sûr sous réserve de performance, d'évaluation, et que le business se porte bien, mais d'avoir cette projection et de se dire tu commences aujourd'hui avec un pain au chocolat, mais que peut-être demain c'est une tarte aux pommes que tu pourras avoir. Je pense que déjà on se projette, on crée de la rétention et puis ça nous donne cette envie aussi de nous défoncer pour la boîte, parce que je sais et on a des exemples en plus,
Et ça, il n'y a rien de plus beau qu'un exemple qui est à côté et qui peut nous dire, bah ouais, tu vois, moi aussi j'ai commencé, hein, j'avais demandé un pain au chocolat, on m'a demandé un croissant, mais regarde, aujourd'hui j'ai un gâteau entier. Donc je pense que c'est ça, c'est la transparence qu'on n'a pas su faire peut-être toujours en tant qu'entreprise, mais parce qu'on n'avait pas encore construit pour moi de manière claire les plans de carrière. Et on n'était pas dans cette époque-là, on n'avait pas besoin forcément de se projeter. Mais aujourd'hui, pour des questions de rétention, et on sait dans une génération, les collaborateurs qui rentrent vont peut-être faire 2-3 ans maximum, là où moi mon père a peut-être fait 30 ans dans la même entreprise. Il est là d'ailleurs, il pourra en témoigner. Mais aujourd'hui, si on veut les garder, il faut savoir se projeter avec eux et de leur donner un peu la petite carotte qui fera que ouais, je vais évoluer et je sais comment je vais évoluer. Ça, c'est un premier angle. Et pour continuer sur cette métaphore, parce qu'on est des gourmands, on constate aussi, en tant qu'employeur, casquette RH, qu'il y a des personnes qui nous disent « je veux un pain au chocolat », mais nous savons pertinemment que pour l'instant, ce n'est qu'un pain. Il n'y a pas le chocolat. La perception, la comparaison dans cet écosystème qui peut paraître un petit peu fouillis, un petit peu comme la jungle. Emma, je reprends tes propos de tout à l'heure, où à l'époque tu disais, et c'est toujours valable aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup de candidats qui viennent nous voir et qui nous disent peu importe le salaire que tu me donnes, ou peu importe les conditions de travail que tu me donnes, moi je prends, j'ai besoin de travailler. Aujourd'hui, comment éduquer le marché pour réussir à tout à chacun de demander et d'aspirer ce qu'il vaut réellement aujourd'hui et ce qui est bon pour lui. Je ne parle pas que de salaire, mais je parle de tout l'écosystème et parfois même du poste. Qu'est-ce que tu penses de ça, Emma ? Au fait, on a eu le dernier employé qu'on a eu était dans cette configuration-là. C'était un élève de ma formation et il avait, comment dire, on n'avait pas encore terminé. Au fait, la formation elle a duré 6 semaines. On était à la 5e semaine et nous on recrutait en interne un community manager. Et il a postulé. Et moi, j'étais pas portante. Moi, je suis pas trop portante. On a eu de mauvaises expériences quand on recrute des élèves, des gens qui me connaissent. Ça devient un peu relation, un peu fan. C'est un peu trop proche. Ça s'est mal passé. On devient trop amis, etc. Donc, j'étais pas pour. Et lui, il était dans ce cas-là, c'est-à-dire que peu importe le salaire, lui, il veut. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est marié, qui a 32 ans, qui voulait faire une reconversion professionnelle. Et je me suis reconnue en lui. Je me suis dit, mais si c'est pas moi qui lui donne cette chance, mais qui va lui donner du coup. Donc, on lui a donné cette chance et ça a été le meilleur employé qu'on a eu. Parce que c'est sa motivation. Il gagnait moins que ce qu'il avait auparavant dans son précédent job. Mais il était tellement motivé, tellement soif d'apprendre, parce que c'est son rêve de faire ce métier. Et ça a été la meilleure expérience qu'on a eue. Et maintenant, on l'a fait passer en freelance parce qu'il a les compétences. Donc, on lui a dit de lancer sa propre entreprise. Et maintenant, on collabore avec lui en tant que... il est devenu entrepreneur. Et moi, nous, on pense beaucoup à cette façon de travailler. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a le potentiel, nous, on ne pourra pas, dans notre façon de travailler, on ne va pas le promouvoir manager ou quoi que ce soit. On lui dit, deviens freelance. Tu vas gagner plus d'argent, on peut te mettre en contact avec nos clients, etc. Pour nous, c'est une autre manière de travailler. Mais il faut trouver les gens qui sont prêts à faire ce travail. Mais encore une fois, c'est décelé. Moi, maintenant, le recrutement, ça s'est mal passé avec beaucoup de gens parce qu'on a mal recruté. Parce qu'on n'est pas des recruteurs, du coup. Donc, finalement, je me suis dit, la prochaine fois, on va passer par une entreprise. Ça, c'est clair et net. Mais au fur et à mesure d'avoir entendu les candidats et vu les candidats, je sais que maintenant, c'est soft skills avant tout. C'est vraiment ta motivation, ta personnalité, ce que tu as soif de découvrir, d'apprendre, etc. Plutôt que quelqu'un qui vient avec son certificat et qui peut-être sera prétentieux, comme on a dit tout à l'heure, et qui pense que ça lui est dû. Donc, c'est une autre... moi, c'est ma perception maintenant du recrutement. Oui. Est-ce que tu as un entretien, Sonia, qui t'a marqué plus qu'un autre et un storytelling d'un candidat qui est devenu un employé de référence? Ouais, alors, non, c'est pas devenu un employé de référence, mais ou inversement. C'est vraiment quelqu'un qui est arrivé dans une structure... alors, je remets le contexte, head office, corporate, on s'habille bien,
Voilà, on est au corporate et c'est quelqu'un qui voulait intégrer le département de la communication, qui est venu en entretien, qui n'avait pas du tout le look de la photo du CV, qui est arrivé avec une apparence qui ne correspondait pas au dress code qui a évolué depuis, mais au dress code de l'entreprise. Il est arrivé, il y avait des piercings partout, il y avait des tatouages qui apparaissaient jusqu'en bas. Enfin, vraiment, il y avait des bagues, il y avait un jean troué, il y avait vraiment tout allé à l'encontre. Et du début jusqu'à la fin, ça a été de la provocation. C'est-à-dire qu'il était dans la provoque pour voir jusqu'où. Enfin, j'ai vu qu'il venait pour nous tester sur la partie discrimination, sur la partie personnalité, culture. Il a tiqué toutes les cases où généralement c'est souvent des points sensibles ou des sujets un peu tabous à communiquer pendant les entretiens. L'orientation sexuelle. Alors à l'époque c'était le flexi-time, le work from home, l'absentéisme, le salaire. Et j'ai bien vu que je devais gérer le candidat qui prenait un plaisir fou à mettre l'audience mal à l'aise, gérer le responsable de département qui était en train de fulminer. Qui ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. La compréhension totale. Voilà. Donc ça, on l'a quand même pris parce qu'il était créa, parce qu'il avait des soft skills qui nous intéressaient. Et il n'est pas resté très longtemps parce qu'il a compris qu'il n'allait pas s'adapter dans la culture d'entreprise dans laquelle on évoluait. On a quand même voulu donner sa chance. Il a fait 8 mois, je crois, chez nous, puis après il est parti. Effectivement, ça c'est toujours un petit peu où tu ouvres la porte et tu dis bon, comment trouver cette complémentarité? Et ça c'est une vraie question que je te pose, Irshad. Tu poses la plus difficile. Trouver, c'est pas la plus dure c'est ma conclusion. J'ai hâte. Comment trouver cette complémentarité en fait entre des besoins qu'amènent souvent beaucoup de bousculements et des changements et malgré tout des règles d'entreprise, de l'ADN, une culture, du process pour que ça marche, de l'équité en interne, tout en conservant cette agilité et avoir cette balance. Tu le dis, il faut faire preuve d'agilité. Je pense que c'est la clé. Et dans quelle mesure on peut faire preuve d'une agilité extrême? Je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui, à la fois pour le candidat et à la fois pour l'entreprise, qui lui a des attentes qui ne sont pas celles de l'entreprise. Mais les attentes de l'entreprise sont quand même intéressantes, etc. Donc comment on trouve cet équilibre entre les envies, les souhaits des uns et des autres? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Véritablement, elle dépend de plein de facteurs, de la culture d'entreprise, d'un secteur d'activité ou autre, mais la clé, je pense que c'est vraiment la communication entre les deux, la transparence, pas avoir peur dès le début d'afficher ses envies, ses besoins, et à l'entreprise aussi d'être hyper transparent. Moi, ce que tu veux, je pourrais pas te le proposer, peut-être ni maintenant et peut-être pas dans 5 ans. Là où on a peut-être d'autres entreprises qui vont aller au bluff, mais allez, on va te recruter, tu verras, je vais pouvoir t'offrir ce que tu attends. Et puis on se rend compte rapidement, au bout de la période d'essai, au bout de quelques mois, que ça fit pour personne. Et on a tous perdu du temps et on a perdu de l'argent. Et l'exemplarité autour de nous, elle est pas OK. Ouais. Donc je pense que la clé, c'est une grande transparence des deux côtés et vraiment s'autoriser, peut-être on ne le faisait pas auparavant, en tant que candidat et en tant qu'entreprise, autoriser une transparence extrême dans ce que moi je peux t'offrir, comment je peux t'accompagner, comment je peux te faire grandir, versus le candidat sur lui, ce qu'il peut m'apporter, ce qu'il a envie, sur la flexibilité ou non, et trouver un terrain d'entente entre les deux. Je pense que le jeu du bluff et je vais attirer le meilleur en bluffant et en masquant certains points qui, on sait, sont sensibles, ça ne marche pas. Et est-ce que ça a déjà marché d'ailleurs? Sonia, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste une petite chose. Je pense qu'il faut aussi faire preuve d'humilité. On analyse dans un département les forces et les faiblesses d'une équipe, ce qui fait que peut-être qu'on aurait besoin de quelqu'un qui aurait certaines compétences ou certaines, je dirais même au niveau de la personnalité. On peut communiquer nos faiblesses aux candidats en leur disant voilà, on a une équipe aujourd'hui, on est fort dans tel domaine, mais
ton profil pourrait nous intéresser parce que tu es créatif, parce que tu es ouvert sur la technologie, etc. Donc c'est aussi de communiquer sur nos faiblesses, d'avoir cette humilité de dire vraiment où on en est et pourquoi on a besoin de cette personne-là. D'ouvrir la discussion, en fait. Exact. Emma, question difficile aussi, parce que thématique difficile. Tu penses que les chercheurs d'emploi, au sens large, parce que contrairement à ce que beaucoup ont en tête, on ne se concentre pas que sur les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont à la recherche d'une nouvelle opportunité, qu'ont-ils en tête ? Oui. Au fait, moi, je l'ai remarqué. Ils ne le disent pas en entretien, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, mais on l'a vu quand ils sont employés, du coup. Et je vais plutôt parler de la plus jeune génération, parce que nous, on a eu des employés vraiment Gen Z et millennials, on va dire. Donc, les millennials, c'est la reconnaissance. Enfin, moi, je le trouve comme ça. C'est vraiment la reconnaissance, c'est-à-dire que, bon, j'ai 30 ans, 28 ans, je sais pas, 40 ans. Il faut me donner des responsabilités. On ne va pas m'infantiliser. Donc, ça, je le vois vraiment. C'est donnez-moi des responsabilités. Je veux prouver quelque chose. J'ai besoin de reconnaissance, d'être reconnue pour les 10 ans que je viens de passer à travailler. Je vois ça, moi. Et de l'autonomie. L'autonomie, de nouveaux projets, la stimulation, de faire des choses. Et moi, je suis à fond réseaux sociaux, donc je suis entourée de... tous mes élèves sont à fond réseaux sociaux, etc. C'est super compliqué parce que, bon, déjà, par exemple, en France, 84% des Gen Z veulent devenir influenceurs. C'est quand même 84%. Et 84% d'entre eux ne vont pas devenir influenceurs. C'est ça le problème. C'est que peut-être 4% d'entre eux... Ou la réalité, plutôt que le problème. Donc, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'ils vivent dans un rêve. Moi, je les vois vraiment fantasmer, même daydreaming au travail. Ils sont en train de rêver à une vie de célébrité, etc. Et je trouve que eux, ce qu'ils veulent... Enfin, moi, de ce que j'ai eu comme expérience et avec tous ces jeunes que je côtoie tous les jours, c'est pas l'argent qu'ils veulent, c'est avoir du temps. Ils veulent voyager, ils veulent être mobiles, ils veulent être flexibles, ils veulent vivre avant de travailler. Donc, mais pour vivre, il faut avoir de l'argent. Donc, c'est un problème, moi, je trouve. Et que ça va continuer ça va s'empirer, moi, je vois. Parce que même moi, j'ai des femmes qui m'envoient des mails qui ont 49 ans, 45 ans, qui veulent devenir influenceuses, qui veulent devenir créatrices de contenu sur les réseaux, qui veulent quitter leur job, etc. Donc, c'est vraiment... on est dans une nouvelle ère. Enfin, moi, je le vois comme ça. Avec ton regard très digital, oui. c'est ce que tu perçois beaucoup et tu as cette impression de masse et de volumétrie. Il y a des chiffres, d'études qui parlent aussi. Oui. Mais effectivement, il y a derrière ça une autre réalité et d'autres besoins. Et comment une entreprise peut sensibiliser continuellement sur l'ensemble d'un système économique plus qu'une niche. Quel conseil tu vas donner à un profil qui cherche une opportunité, Sonia? Déjà, c'est encore beaucoup le problème que nous avons aujourd'hui à Maurice. Je reçois des CV spontanés en me disant je vous laisse voir où mon profil peut cocher, enfin là où vous pouvez me trouver un travail, je vous laisse choisir, je vous laisse voir où mon profil peut vous intéresser. Non, désolé, je ne vais pas faire ton travail. Je voudrais bien que les gens soient impliqués, que les candidats prennent le temps de réfléchir, de faire leur propre introspection, de comprendre qui ils sont à cet instant T, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller, et après de s'adapter en fonction des offres qui peuvent éventuellement être sur le marché, ou de cibler des entreprises, de les contacter, d'aller au culot. J'ai eu des lettres exceptionnelles de candidatures spontanées, de candidats qui m'ont fait une lettre ultra personnalisée m'expliquant que c'est là où ils veulent être, mais pas ailleurs, et pour des raisons qui m'ont charmé, je dois dire. Donc c'est vraiment de faire un travail sur eux-mêmes, sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, là où ils veulent aller, et de se projeter un petit peu. Voilà. De se connaître un minimum eux-mêmes et de comprendre un minimum ce qu'ils veulent. Voilà. Merci. Je vais rajouter un petit piment. Ça va être la même question, mais avec un autre volet, qui est quand même une réalité qu'on ne peut pas mettre de côté.
Je parle du marché mauricien que je maîtrise et que je connais. Il y a aussi beaucoup de chercheurs d'emploi qui ont besoin de travailler pour des raisons primaires, pour aussi pouvoir nourrir une famille ou partir d'une famille. C'est aussi une réalité, un constat. Parfois, des expériences passées se sont mal terminées. C'est comme un choc. Il faut retrouver une opportunité très rapidement. Comment donner confiance en ces candidats et en expliquant que finalement, ils nageraient à contre-courant que de dire, comme tu disais dans ton exemple, je prends tout et n'importe quoi parce que j'en ai besoin et que ça joue en leur défaveur plutôt qu'en leur faveur. Quel discours tu aurais, Ershad, face à quelqu'un qui aurait ça en tête ou du moins qui s'exprimerait de cette manière-là? Je pense qu'il y a deux réalités. Il y a celui du sprinter qui va parcourir 100 mètres et celui qui veut faire un marathon. Donc tout va dépendre de ce que veut le candidat. Est-ce qu'il veut, lui, courir 100 mètres, s'arrêter et puis il ne se passe plus rien, ou il veut se projeter avec l'entreprise? Donc forcément, si on postule à 50 offres différentes dans des secteurs différents, qu'on n'a même pas pris le temps d'aller regarder quel était le cœur d'activité de l'entreprise, et en plus ça se voit tout de suite, c'est une des questions qu'on pose nous régulièrement chez BMS, qu'est-ce que tu connais de nous, quel est notre cœur de métier, et là tu as déjà le premier filtre, je sais pas, j'ai pas eu le temps, j'ai juste besoin de travailler. Donc à ceux-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Attention, parce que on a aussi besoin, on peut comprendre que l'intérêt premier c'est le salaire, et moi je suis totalement ok avec ça. J'ai pas besoin d'avoir non plus des passionnés de la marque qui viennent nous rejoindre. Gagner un salaire, c'est déjà pour moi un premier levier de motivation, et on doit être ok avec ça. Mais par contre, si tu nous rejoins, tu dois aussi avoir un minimum d'intérêt, et si tu ne fais pas preuve d'intérêt pour l'entreprise dans laquelle tu vas candidater, ça va être compliqué. Et si, quand bien même tu passes les entretiens et qu'on arrive à te faire une offre, tu vas pas t'y retrouver dans le moule un peu social de l'entreprise, parce que tu auras à côté de toi des gens, des collaborateurs qui connaissent la marque, qui sont des ambassadeurs, et toi tu vas pas être ambassadeur. Ça va être très compliqué pour toi si tu es là uniquement pour assouvir un besoin primaire. Donc vraiment mon conseil, c'est montrer de l'intérêt, même si le levier principal c'est le salaire, ce qui reste ok, mais montrez de l'intérêt, faites vos recherches, montrez-vous intéressés, et essayez au moins de nous donner quelques valeurs que vous avez pu trouver sur le site internet, ou quelques exemples qui va faciliter en plus nous notre projection avec le candidat, parce que en vrai, qu'est-ce que c'est un entretien de recrutement? C'est un date, hein. C'est un date entre un employeur et un futur employé. Donc les dates qui se passent bien, c'est là où on se projette rapidement avec sa future copine, son futur conjoint. Et donc le collaborateur, moi j'ai envie de me projeter avec lui, mais si lui me donne pas les ingrédients pour se projeter avec moi, eh ben on va rompre la relation très rapidement. Et comme un date, parfois on cherchait quelqu'un comme ça et on aura plutôt quelqu'un comme ça. Et du coup, comment avoir cette agilité dans nos départements RH, Sonia, et comment former les managers aussi, qui vont eux-mêmes parfois à l'encontre des recommandations des RH, parce que c'est aussi un sujet. Alors effectivement, il y a la vision parfaite du candidat parfait. On a une idée bien précise de ce qu'on veut, on le veut maintenant, et au final, et je vois bien, c'est là où on arrive parfois sur des processus de recrutement qui prennent du temps, qui sont longs. Donc il faut les accompagner. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça reste, ça continue, parce qu'ils restent dans une espèce d'insatisfaction par rapport à l'idée du candidat parfait qu'ils n'auront jamais. Donc il faut parfois effectivement les pousser à expliquer, bon ben voilà, ce candidat il n'a pas toutes les qualités que tu recherches, mais il a beaucoup de qualités qui vont pouvoir t'aider pour après. Et après, nous, notre rôle, c'est de l'accompagner, ce candidat-là, à travers les 40 heures de formation qu'il aura chaque année, à travers... il va s'adapter à notre culture d'entreprise, il va vouloir apporter aussi des choses de son côté. Donc c'est notre accompagnement qui va avec le support des ressources humaines, bien sûr. Et c'est de là où on va les aider à façonner le candidat qu'ils vont rechercher. Donc ce ne sera pas forcément de l'immédiateté, et des deux côtés. Mais voilà, ils vont apprendre à travailler ensemble, à se construire ensemble, et on les accompagne pour ça. Merci. Emma, si tu avais un coaching à faire
sur un département HR qui cherche à recruter une équipe nouvelle pour un cluster. Tu lui donnerais comme conseil de poser quoi comme question, les 3 questions que tu lui conseillerais de poser au futur candidat? Mon Dieu. C'est un peu choquant comme question. Bon J'avais courage. dit dans l'introduction. Hein. J'ai trop hâte. J'avais dit dans l'introduction, et en plus, ce que je savais pas dit par contre, c'est que j'allais poser cette question parce que je le savais pas, et que tu avais 2 RH à la table. Allez, donc on va prendre mon département marketing parce que bon, je ne vais pas savoir quelles sont les questions. Mais moi, ce que j'aurais conseillé de poser, c'est première question, c'est quoi le but de ta carrière? Parce que dans mon domaine à moi, comme j'ai dit, la majorité des gens que j'ai en entretien, la majorité des gens, ils veulent soit venir apprendre pour lancer une agence, pour faire quelque chose, parce que c'est tellement démocratisé maintenant, dans mon domaine à moi. Donc j'aurais demandé, c'est quoi ton objectif final? Peut-être la personne ne sera pas honnête aussi, je ne sais pas, mais au moins essayer de décider. Parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit carrément qu'ils vont ouvrir une agence qui va devenir compétitrice de mon agence dans mon entretien. Donc ça, c'était assez cocasse. C'est clair. Oui, mais du coup, je ne vais pas te recruter. Et aussi, ce que j'aurais demandé, au fait, nous, dans notre domaine, ça change tellement, c'est est-ce que tu es prêt à apprendre aussi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à apprendre, qui veulent juste rentrer quelque part, être stable, faire la même chose tout le temps. Donc peut-être aussi, est-ce que tu es ouvert à des formations, à évoluer, etc. Et troisième chose, moi j'aurais dit, peut-être par rapport à la culture d'entreprise, parce que c'est aussi un autre sujet qu'on a eu, c'est est-ce que tu aimes travailler en équipe? Parce que moi je trouve que de plus en plus les gens, ils aiment plus trop peut-être travailler en équipe, qui sont plus trop dans l'entraide. Donc ça aussi, je pense que ça peut créer beaucoup de friction et peut-être que ça se passait très bien avant et quand une personne vient, ça se passe plus très bien du tout. Donc moi, peut-être j'aurais plus aller là-dessus, au-delà des compétences, parce que les compétences, ça peut s'apprendre. Mais bien sûr, il faut avoir des bases, mais tout s'apprend, mais sauf ta personnalité, tes manières, ça, je ne pourrais pas te l'apprendre. Donc peut-être essayer de déceler ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Pas trop mal, non, comme conseil pour le département RH? Je suis traumatisée. Comme premier filtre. Moi, je trouve pas mal comme premier filtre. Ouais, c'est pas mal. Donc plutôt la personne, plutôt que le job. Ok. C'est ça comme ça. Oui. Irshad, si tu avais 3 conseils clés pour une entreprise qui n'a pas encore de département RH. De recruter un RH déjà. Allez, c'est le conseil 0. Non, de toute façon, on dit que la partie people, elle appartient à tous les managers et pas forcément qu'aux ressources humaines. Donc, chaque manager, chaque collaborateur est un ambassadeur de l'entreprise, de toute façon. Donc, non, le conseil que je peux donner, c'est soyez en entretien l'ambassadeur de votre entreprise. Donc, donnez envie aussi aux candidats de vous rejoindre. C'est un gagnant-gagnant, finalement, cet entretien-là. On est sur du 70-30, effectivement, ou du 80-20, mais dans le pourcentage qu'on a, nous, pendant cet entretien, il faut aussi donner les clés qui donnent envie aux candidats de se projeter avec nous, et pas que dans l'autre sens. Parler aussi de plan de carrière, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Je t'intègre aujourd'hui en tant que vendeur, mais demain, tu pourras avoir des responsabilités horizontales ou verticales. Donc je pense que c'est super aussi pour pouvoir se projeter. Et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler aussi de cet équilibre vie privée, vie pro qu'on recherche tous, les entreprises et les collaborateurs. Donc si déjà on a parlé de ces 3 aspects-là, de ces 3 domaines-là, je pense qu'on touche déjà une grande partie des attentes du candidat. Oui. Merci. Sonia? Oui. 3 points clés que tu pourrais donner à un candidat qui vient en entretien en colère. 3 points clés, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il soit plus en colère Pour faire en sorte que peut-être qu'il ne va pas te rejoindre toi, mais ça va rendre service aux prochaines entreprises qui vont le rencontrer. Alors, il sera en colère pour peu importe les raisons? Peu importe les raisons. Il est en colère avec moi? Non, pas avec toi. Pas avec toi, bien sûr. C'est en colère avec le système? Ah ouais, avec le système. D'accord. Tu sens que parfois il y a beaucoup de candidats qui arrivent en entretien et qui sont... Colère était peut-être un mot un peu fort, mais de la frustration. Effectivement, ils sont frustrés, tu les sens peut-être un peu agacés, D'accord. un peu impatients. D'accord.
Alors, moi, je leur dirais que ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. Peut-être qu'il faut peut-être qu'ils réorientent un petit peu leur manière ou leur approche. Je donne beaucoup de conseils aux candidats. Je ne suis pas coach, mais j'accompagne énormément les candidats et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et surtout, c'est de l'écouter, d'entendre ses frustrations, de voir un peu où sont ses frustrations, et voir si dans ces frustrations, il y a une part de responsabilité de l'employeur ou il y a aussi une part de responsabilité peut-être de son côté. Est-ce que sa vision, sa perception est une perception réaliste par rapport aux réalités du marché, par rapport au monde dans lequel il évolue, et surtout lui dire, oui, effectivement, la colère ne va pas t'aider. Tu n'auras pas... être très transparente avec la personne, en fait, lui dire... et je pense qu'ils apprécient les candidats quand on leur dit franchement les choses, quand on leur fait un feedback après l'entretien. Je le fais assez systématiquement. Il y a des candidats qui me demandent, mais vous avez pensé quoi de l'entretien? Je dis, merci de poser la question. Et je suis assez transparente. Et donc je dis... Enfin, pas assez, je suis transparente, je dis tout. Et donc voilà, c'est vraiment cette transparence-là qui est aussi importante. Transparence et feedback dans les deux sens pour pouvoir évoluer. Dernier thème, mobilité interne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoire pour la rétention? Ershad? Non, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui pour la rétention. C'est vraiment, en plus dans des secteurs où on sait que les évolutions salariales sont parfois compliquées parce que le business va pas bien ou autre. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme carte à jouer, nous, en tant qu'RH? C'est de la projection de carrière et de l'afficher le plus tôt possible. Fini, au bout de 3 ans, c'est maintenant qu'on va faire ton entretien, on va évoquer la suite. C'est dès le début, presque, l'évolution de carrière, elle démarre presque à l'entretien de recrutement. Moi, j'ai toujours pour eu habitude, en tout cas, c'est ce que je transmettais à mes équipes, c'est n'hésitez pas, lorsque vous sentez que l'entretien se passe super bien, mais qu'on est en concurrence, de s'imaginer déjà les next steps avec cette personne. Aujourd'hui, tes collaborateurs, je t'envisage très bien manager, on va t'accompagner, on a un plan de carrière chez nous, on a une espèce d'académie des talents où je peux te former sur pas mal de sujets comme le leadership ou autre, où on va grandir avec toi et on va grandir ensemble surtout. Donc je pense que plus tôt on parle d'évolution de carrière, plus le taux de rétention est fort, j'en suis persuadé. Ouais. Très bien. Effectivement, aujourd'hui, c'est une clé, on en parlait, c'était le plan de carrière aussi. Le temps est passé vite, on arrive sur la fin. J'ai un dernier petit exercice à vous faire. Ça va prendre à peu près 1h30. Non, concrètement, vous avez des petites feuilles brandées Job Fair, by Career Hub, évidemment. Je vais vous poser une question. Vous allez écrire un mot. Et ensuite, je vous demande, s'il vous plaît, d'écrire un takeaway de notre discussion que nos auditeurs doivent retenir. La question est: comment devenir l'entreprise que les talents ont envie de choisir? Un mot, puis un takeaway. S'il vous plaît, messieurs, dames. Un mot? Oh mon Dieu, ok. 2 mots, c'est possible. Je te voyais commencer à écrire, Oui, je me suis je dit, ça c'est son passé de professeur Oui. Une rédaction qui arrive. Parce qu'elle a écrit vite, hein. Moi j'écris pas aussi vite. Hein. Comment devenir l'entreprise que les talents ont envie de choisir? Et un takeaway. Est-ce que c'est good pour tout le monde? C'est bon pour toi? Allez Sonia, tu peux te lancer. Alors, oui, c'est top. Alors, oui, avant tout, alors c'est très difficile, hein, un mot pour une entreprise qui va attirer les talents, c'est très très difficile. Moi, je pense que c'est avant tout être une entreprise humaine, une entreprise qui met l'humain avant tout. Je pense que déjà, c'est une entreprise qui gagne. Si c'est une entreprise qui met la productivité avant tout, la performance avant l'humain, ça ne marchera pas.
Et je pense que l'humain, ça répond à toutes les générations, en fait. Ça répond pas forcément qu'aux jeunes générations, ça répond à toutes les générations. Et le takeaway, j'aurais dit transparence, en fait. Transparence pour les candidats. Je pense qu'ils ont tout à gagner à être transparents et à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. À poser des questions aussi en totale confiance et transparence pour s'attendre que aussi l'entreprise réponde aussi de manière transparente. Voilà. Canon. Merci pour le partage. Irshad. Moi, j'ai écrit un tout petit, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai mis agilité. Je pense qu'on doit être dans cette ère maintenant où on arrête avec des prérequis qui ne bougent plus, on n'est plus agile. Il faut qu'on ait de la souplesse aussi. Il faut qu'on fasse évoluer notre façon de penser et d'arrêter de tout rigidifier, je pense, dans les process de recrutement, dans l'image qu'on veut donner, dans les règles. Trop de règles aussi tuent les règles. Donc je pense qu'il faut qu'on démontre qu'on est aussi agile dans ce qu'on a à proposer comme expérience pour le candidat. Je pense que ça, c'est hyper important. Et j'ai le même mot, transparence, mais du coup, je ne vais pas aller là-dessus, je vais aller sur comment rendre ça transparent. Je pense qu'on doit aussi mettre le candidat dans les meilleures dispositions pour qu'on arrive à avoir de la transparence. Et pas hésiter à faire des icebreakers quand on arrive. Pas hésiter, je pense, à aller sur le tutoiement. Je pense que le tutoiement entraîne forcément cette forme de proximité qu'on attend aussi dans l'entretien. Ça, c'est en tout cas ma vision. Et plus on arrive à créer cette proximité, plus forcément le candidat va nous livrer des choses qu'il n'aurait pas osé livrer dans un cadre qui est un peu trop formel, en costume-cravate comme à l'ancienne. Donc voilà, donc transparent, je te rejoins totalement, mais à nous de créer aussi les conditions pour que le candidat se sente suffisamment à l'aise pour être transparent. Ouais. À l'aise et en confiance pour pouvoir Exactement. dire ce qu'il a envie de dire. Merci. Emma. Donc moi j'ai mis culture d'entreprise pour attirer les gens, pour être la meilleure entreprise. Donc c'est la culture parce que nous on a travaillé sur les marques employeurs à l'agence, c'était une de nos niches et on a fait un pitch pour le secteur hôtelier. Quand il y avait la campagne, on était dans le pitch. Et moi, ce que je pense, c'est que des fois, on a une marque employeur, on a une image qu'on renvoie à travers des communications, etc. Mais quand on est employé, c'est pas du tout la même chose. Donc peut-être ça, c'est important que la culture, que ce qu'on représente au public, ce soit la même à l'intérieur. Oui. Valeur perçue versus valeur réelle. Exactement, oui. Parce que des fois, on postule. Moi, par exemple, je travaille dans un grand groupe. C'était la pire expérience de ma vie parce que la culture d'entreprise était catastrophique. Donc, oui, mais visuellement, ça a l'air super et tout, les bénéfices, etc. Mais c'est pas ça. Et carrément, tous les départements ont démissionné pour la petite histoire. Et c'était violent. Et le takeaway, c'est, vous avez parlé de faire sa part, qu'il faut que le candidat aussi fasse sa part. C'est pas à nous de tout vous donner sur un plateau aussi, mais que il y a un minimum, parce que moi, par exemple, sur TikTok, tous les jours, je reçois des gens qui me disent justement, est-ce que tu recrutes, mais jamais, c'est quoi le poste, c'est quoi les compétences, ils postulent n'importe comment, ils n'envoient pas leur CV, ils veulent un travail. Là, hier même, j'ai eu une demande de stage, c'était tellement mal fait. Donc, on voit que c'est à la va-vite, c'est des messages copier-coller, c'est vraiment, ils bombardent ça à tout le monde, donc ils doivent faire leur part aussi pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est dans les deux sens. Canon, merci pour le partage sincère, c'est top. Moi, de mon côté, c'était pas prévu que je réponde à la question, mais je vais quand même Vas-y. y répondre très rapidement. Je dirais discussion pour la première partie. Discussion, mais des discussions qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont sincères. Même si on est avec des personnes qu'on connaît pas, finalement, c'est peut-être quelqu'un avec qui on passera la majeure partie de notre vie, peut-être. Ou c'est quelqu'un qui va travailler dans notre société pendant 2 ans, 3 ans, 1 an, 1 mois, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va être dans notre paysage, dans notre vie et façonner notre vie. Et du coup, c'est vraiment de ramener l'humain aussi, comme tu disais, au cœur de l'ensemble des interactions. Et du coup, le takeaway, je dirais, c'est de participer à des job fairs, Career Hub, pour pouvoir avoir ces discussions. Et c'est ma conclusion. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.